Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous hebdomadaire. Chaque semaine, le Journal des luttes revient sur les combats sociaux, syndicaux qui agitent notre société et comme on a l'habitude de le faire en donnant la parole à celles et ceux qui luttent au quotidien. Merci à vous de nous soutenir et n'oubliez pas pour devenir abonné, sociaux, faire un don ponctuel. Rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr et je vous le rappelle, nous sommes également candidats pour la TNT francilienne. Donc n'hésitez pas à aller sur tnt.lemediatv.fr. Et au Journal des luttes, vous pouvez nous contacter et nous écrire à jdl@lemediatv.fr ou nous laisser un message au 06 86 46 08 46. C'est avec vous que le combat continue. Le Journal des luttes, c'est parti. Au sommaire de cette édition, nous serons avec Rachel Keke. Souvenez-vous de cette figure emblématique de la lutte des femmes de chambre de l'hôtel Ibis des Batignolles qui revient sur le devant de l'actualité car son employeur ne veut pas respecter un accord et veut la muter à plus de 40 km de son habitation. Et nous parlerons également de Stellantis Poissy. Ce site va, on l'a annoncé le 16 avril dernier, va arrêter la fabrication d'automobiles. Les salariés sont en colère. Un reportage dans cette édition. Le Journal des luttes hebdo, c'est tout de suite. Elle a été le visage de la lutte des femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles, une figure de proue de la mobilisation sociale, avant de devenir députée de la République. Aujourd'hui, Rachel Keke est de retour au cœur de l'actualité, mais pas sur les bancs de l'Assemblée. Après la fin de son mandat, elle a retrouvé son ancien employeur, le groupe STN, et c'est désormais devant le Conseil des prud'hommes qu'elle se bat. Mutation à 40 km de chez elle, sanction ou simple réorganisation. Rachel Keke nous explique pourquoi, après avoir porté la voix des travailleurs à l'Assemblée, elle doit aujourd'hui mener sa propre bataille pour le respect et la dignité. C'est parti pour l'entretien. Rachel Keke, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Après 2 ans passés à l'Assemblée nationale, vous avez décidé de reprendre votre travail. Est-ce que c'est d'abord une décision facile à prendre ? C'est une décision facile parce qu'il faut savoir que la politique, c'est pas un CDI. Donc, finalement, quand tu finis, tu vas voir, comme je dis, je suis allé découvrir, je suis allé voir au sein de l'Assemblée nationale comment on vote les lois, comment, par rapport aux lois votées, quels sont les partis politiques qui sont pour le peuple. Mais après, ma mission, comme je peux dire, il faut que je retourne d'où je suis quitté pour reprendre mon travail tranquillement. Et justement, comment s'est déroulé ce retour ? En fait, j'ai fait quand même, après les 2 ans, je suis resté 1 année. Et c'est comme ça, l'Assemblée nationale m'avait dit qu'en janvier, je n'avais plus droit, je n'avais plus mes droits. Donc, il fallait que je reprenne quand même mon travail. Donc, j'ai appelé la société STN pour leur dire finalement, je voulais un rendez-vous avec eux pour discuter pour la reprise. Et c'est ce qui a été fait. Donc, le 8 janvier, ils m'ont donné un rendez-vous. Je suis allée à l'entretien. Et voilà, ils m'ont rappelé qu'on a fait une grève pendant 22 mois et qu'ils ont perdu beaucoup d'argent et que, en quelque sorte, c'est une punition. Voilà. Parce que c'est ce qu'ils vous ont dit. Oui, c'est ce qu'ils m'ont dit. On a perdu beaucoup d'argent. Les médias ont parlé de nous. Et voilà, on n'a pas de place. C'est-à-dire, en fait, ils n'ont pas de place pour moi à Paris. Donc, moi, je leur ai dit, c'est que moi, je suis en train de vous dire, pendant qu'on était maltraités, on était exploités, on était venus vous voir, en fait, pour trouver une négociation de porte de sortie. Oui. Vous nous avez dit carrément, vous pouvez aller faire la grève 3 mois, 4 mois, vous êtes habitués. Ils ont dit non, c'est pas ça. Je dis, si, c'est ce que vous nous avez dit dans cette même salle où nous sommes en train de faire l'entretien. Donc, vous avez perdu de l'argent, mais nous, en fait, on a été humiliés parce qu'on partait sur les piquets des grèves, on versait de l'eau sur nous, on nous jetait des canettes, on versait même du café sur nous, en dessous du bâtiment de l'hôtel. Voilà, on nous versait des gros seaux d'eau en plein hiver. Donc, on faisait Noël même devant les hôtels avec le syndicat,
avec nos familles. Donc, nous, au contraire, c'est nous qui avons été humiliés. Vous n'avez pas... vous dites que vous avez perdu beaucoup d'argent, mais la société, aujourd'hui, la société fonctionne, la société n'est pas fermée. Donc, si je comprends bien, c'est une punition. Voilà, c'est-à-dire, faut pas, en quelque sorte, ne viens pas nous emmerder, on te ramène plus loin, c'est-à-dire Bourré-sur-Jaune. Ouais, je ne sais même pas où c'est. Et ce qui me fait un peu, c'est-à-dire, je ne comprends pas cette société, en fait. Parce qu'on a signé un protocole à la fin de notre conflit qu'il était interdit d'amener le salarié à plus de 15 km de son lieu de domicile. Justement, votre employeur, hein, je reprends ce que vous venez de nous dire, votre employeur STN a essayé de vous affecter à Bourret-sur-Juine, donc à 40 km de votre domicile, c'est dans l'Essonne. Et donc, comme vous venez de le dire à l'instant, c'est contraire à l'accord qui avait été passé à la fin du conflit, un accord signé par la société le 25 mai 2021 et qui indique que vous ne pouvez pas être affecté à plus de 15 km de votre domicile. Exactement. Et là, cet accord, il n'est pas respecté. C'est ça la société. C'est-à-dire... je peux dire que quoi, j'ai l'argent, je suis plus fort et le salarié qui n'a pas de protection derrière, je fais ce que je veux. Comme j'ai dit, heureusement qu'il y a des prud'hommes, il y a des tribunaux. Donc moi, je suis quelqu'un quand même, une femme qui a mené une grève pendant 22 mois, je ne vais pas me laisser faire et je n'aimerais pas qu'on bafoue, comment je peux dire, ma dignité déjà et puis on me bafoue mes droits. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai saisi le prud'homme. La lutte continue et je ne vais pas baisser mes bras, mais on ira jusqu'au bout, quoi. Justement, cette nouvelle affectation, pour qu'on comprenne, qu'est-ce que ça va modifier d'être à 40 km de chez vous, donc ça fait 80 km par jour. Qu'est-ce qui ça modifie dans votre quotidien d'être aussi loin? Mais déjà, il faut que je me lève tôt le matin. Et puis, on connaît les problèmes des transports. On sait comment fonctionne le RSC. Et le problème, c'est que quand j'arrive à Bourré-sur-Jaune, c'est-à-dire de chez moi à Bourré-sur-Jaune, ça fait 1h30 en transport. Et de Bourré-sur-Jaune au domaine où on m'amène, ça fait 34 minutes à pied. Souvent, ce n'est pas bien desservi. Donc, imaginez-vous un peu, tu fais 2 heures déjà, tu te lèves tôt le matin pour prendre le métro pour aller. Mais moralement, physiquement, c'est fatigant. C'est ça, moi-même, j'appelle ça de la maltraitance. C'est fatigant. C'est-à-dire, oui, on t'amène, tu seras fatigué et toi-même, tu partiras. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais moi, je pense qu'ils sont mal tombés parce qu'ils ont en face d'eux Rachel Keke, qui a mené une lutte pendant 22 mois, qui ne les a pas lâchés et je ne les lâcherai pas. Oui, et vous parlez donc de punition. La direction parle, elle, juste d'une réorganisation, que c'est tout à fait normal et qu'après tout, c'était une modification du contrat parce qu'ils n'ont pas, sur Paris, selon eux, de place peut-être pour vous. Moi, je connais STN. Okay. STN, ils ne vont pas dire qu'ils n'ont pas d'hôtel à Paris. Parce que quand ils ont eu le contrat avec Ibis, mais c'est dans Paris, je connais bien STN depuis 2016. STN nous sous-traitait dans le sein de l'hôtel Ibis Les Batignolles. Et que souvent, ils nous déplaçaient pour aller dans d'autres hôtels. C'est-à-dire, pourquoi on a négocié cet accord, pour ne pas qu'on nous amène à plus de 40 km. C'est-à-dire, au départ, quand on arrive pour travailler, quand il est midi, la gouvernante générale elle vient pour dire, tu arrêtes ton boulot, tu vas dans un autre hôtel pour aller travailler parce qu'il n'y a pas de femmes. Parce qu'on a besoin des femmes de chambre là-bas pour travailler. Et ça faisait que les femmes, en plus, elles ont fait 20 chambres, et qu'on vient les dire d'arrêter d'aller encore travailler dans un autre hôtel, on trouvait que c'était de trop. Voilà. Donc, c'est pour ça que dans nos négociations, on a mis ce point-là. Donc, STN ne va pas dire qu'ils n'ont pas d'hôtel à Paris. Moi, c'est archi faux. Ils ont plein d'hôtels à Paris. Ils viennent d'avoir même un hôtel que j'ai appris à Roissy-Charles de Gaulle. Ils viennent d'avoir un hôtel, je ne sais pas si c'est sur les Champs-Élysées, je crois, mais ils ont plein d'hôtels à Paris. Voilà. Donc, que les gens partent mener les enquêtes, ils verront qu'ils ont beaucoup d'hôtels à Paris. Donc, c'est une punition. Parce que, pourquoi ils ne m'ont pas dit qu'ils n'ont pas d'hôtel à Paris? Pourquoi ils m'ont dit c'est parce que vous avez fait la grève qu'on a perdu beaucoup d'argent. Donc, ça sous-estime quoi, en fait? Voilà. C'est mieux de dire non, mais on n'a pas d'hôtel à Paris. Si les gens mettent l'enquête, qu'on voit que vous avez plein d'hôtels à Paris, vous faites quoi, en fait? Voilà, donc c'est ce système-là que le patronat commence à faire, voilà, faire passer devant les gens, non, on n'a pas d'hôtel, non. Dites que les femmes, Mme Keke, elle a fait une grève, on a perdu beaucoup d'argent, donc c'est une punition. Voilà.
Justement, parce que votre situation résonne chez beaucoup de salariés qui craignent des représailles après une activité syndicale ou politique. Et cela arrive souvent. Vous avez des échos d'autres syndicalistes ou des gens qui ont mené des combats comme ça, qui, une fois, quand ils sont revenus ou au cours de leur contrat, ont subi des punitions ou des représailles? Là, je peux apporter même mon soutien à Gaël de La Poste, qui est comment je peux dire, qui est poursuivi par l'employeur, parce que c'est un bon syndicat qui défend les salariés. Aujourd'hui, souvent, il est devant les tribunaux. Je suis aussi le syndicat de la CGT-HPE qui était, comment je peux dire, M. Claude Lévy et Tiziri Kondi aussi, qui sont passés devant les tribunaux parce qu'ils défendent bien les salariés. Donc, moi, à l'époque, j'étais conseiller du salarié. Mais aujourd'hui, comme quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale, ils ne m'ont pas renouvelé le mandat du conseiller des salariés. Mais je vous dis, tous les jours, il y a minimum 5 salariés qui m'appellent pour les accompagner pour un entretien qui peut aller jusqu'au licenciement. Tous les jours, 5 salariés. Donc, ça devient maintenant, comment je peux dire, de l'abus du pouvoir, de pouvoir licencier les gens parce qu'ils ont envie de licencier les gens. Je ne sais pas d'où sort ce pouvoir-là. Donc, moi, c'est pour ça que je dis, il faut que les syndicats se mettent ensemble. Ou bien, s'il n'y a pas de syndicat pour pouvoir protéger ces salariés, mais il faut que les salariés arrêtent de travailler. Il faut que les salariés arrêtent de travailler pour mettre fin à ça, à cet acharnement-là. Parce que tu as des enfants à nourrir, tu as un loyer à payer, c'est-à-dire que tu n'as plus de vie parce que tu as peur. Tu ne sais pas si demain, si tu arrives au travail, on va te dire, oui, arrête là. Parce que là, tu ne viens plus, arrête ton travail. Et là, c'est ce que les gens vivent au quotidien. Mais où est-ce qu'on va aller jusqu'à ce jour? Et justement, vous, là, dans le combat là, que vous menez là actuellement contre votre employeur qui veut vous faire travailler à plus de 40 km de chez vous, vous êtes soutenu politiquement, syndicalement actuellement? Syndicalement, oui. Et le syndicat qui nous a soutenus pendant notre grève, la CGT-HPE, ils sont plus... Claude Lévy, M. Claude Lévy, il est maintenant à la retraite, mais il me soutient. Et Tiziri, qu'on dit aussi que maintenant qu'il n'est plus CGT-HPE, mais qui est Saint-Tesso, aussi, parce que c'est elle qui fait derrière les courriers, tout ça, ils sont toujours là. Et parti politique, je profite pour remercier aussi les députés de la France Insoumise qui sont là. Il y a certains qui pensent que non, mais on t'a abandonné, la France Insoumise l'a abandonné. La France Insoumise n'est pas à ses côtés, c'est faux. Ils sont là, ils me soutiennent, ils m'appellent. Voilà, donc moi, je suis soutenu par beaucoup de personnes. La question que je me pose quand je vois que finalement votre employeur vous punit, parce que c'est ce qu'il vous a dit lors de votre entretien, entre guillemets, est-ce que finalement les victoires que vous avez obtenues au moment de votre grande grève de l'Ibis-Batignolles, c'est des victoires sur le temps qui sont finalement fragiles, puisqu'on peut malgré tout toujours vous remettre... Oui, mais moi je dis c'est fragile, donc ça veut dire qu'il faut toujours tenir. Ouais. Parce que par exemple... les femmes de chambre de l'hôtel Ibis les Batignolles. Il y a Sylvie Kimissa qui était la deuxième porte-parole. Quand c'est Honnête maintenant qui a récupéré le site, mais c'est un combat à chaque jour avec Honnête pour que comment je peux dire, pour que tout ce qu'on a gagné soit respecté. Et aujourd'hui, franchement, cette société respecte ce qu'on a gagné. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire si on ne se bat pas, c'est pas parce que tu as gagné que tu penses qu'il faut arrêter le combat en fait. Parce que si tu gagnes, tu dis tu arrêtes le combat, mais derrière, ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire parce qu'eux, ils sont comme ça. Les patrons, c'est des vicieux. Ils font ce qu'ils ont. Ils font, comment je peux dire, ils cherchent, ils vont, ils touchent pour voir. Voilà. Donc, moi, j'appelle aux gens qui travaillent, surtout les travailleurs, quand vous connaissez vos droits, ne vous laissez pas bafouer vos droits. Voilà. Il faut tenir dur parce que, comme on peut dire, si tu ne combats pas, tu n'as pas de victoire. Effectivement. Et donc là, vous avez le sentiment aussi qu'aujourd'hui, avec votre retour sur votre travail, dans votre métier, on cherche aussi à casser un peu la figure de la lutte de l'époque, histoire que vous puissiez justement pas pouvoir continuer à mener les combats tels que vous les menez. On cherche à casser, entre guillemets, Rachel Keke. Oui, mais je pense que c'est ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire, voilà, on ne veut plus d'elle, on la casse, on la mène jusqu'à bourrer ce jeune, et puis bon, on sait, elle est fatiguée, elle est fatiguée, puis bon, après, on la... Voilà, ça, c'est pas la Rachel Keke, ça. C'est pas ça. C'est-à-dire, ils ont fait un faux calcul, bah, il faut qu'ils revoient, et puis bon, voilà, on va se retrouver au tribunal parce que le procès aura lieu le 15 juin. À 13h. Donc, je pense que c'est le métro Lublin et le prud'homme, le tribunal à côté.
Donc voilà, pour ceux qui veulent venir soutenir Rachel Keke, mais qu'ils viennent. Quoi. Le 15 juin à 13h, métro Louis Blanc pour le Conseil des prud'hommes. Vous le disiez tout à l'heure, vous êtes toujours soutenu par la France Insoumise. Hein. D'ailleurs, vous n'avez pas abandonné la politique pour autant, même si, comme vous dites, vous êtes passé pour voir un peu comment tout ça marche. Vous étiez candidate aux élections municipales à Chevilly-la-Rue. Vous comptez continuer, que ce soit peut-être les municipales, bon, c'est un peu longtemps, mais il y a les législatives qui pourraient arriver en 2027. Vous êtes toujours sur ce terrain-là? Bon, je peux pas abandonner la politique parce que, comme j'ai dit aux gens, il faut que les gens s'intéressent à la politique parce que c'est quand tu t'intéresses à la politique que tu comprends beaucoup de choses qui se passent au sein de la politique. Parce que dans ce que nous sommes, je peux dire dans ce pays où nous sommes, si tu ne t'intéresses pas à la politique, tu deviens naïf, en fait. Donc, la France Insoumise m'a donné la chance, comme je peux dire, parce que j'entends souvent dire, non, on l'a utilisé, on l'a manipulé. Voilà. Moi, personne ne peut m'utiliser, personne ne peut me manipuler. Je ne suis pas un enfant, je sais très bien ce que j'ai fait. Mais je remercie parce que, étant femme de chambre, si aujourd'hui, je suis rentrée dans l'histoire française, parce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu un parti qui m'a donné cette chance-là. Et je remercie ce parti-là. Et pour cette chance qu'ils m'ont donnée, j'ai gagné les élections. Et on a vu comment ça fait le bruit, tout ça, dans ce monde. Oui, je peux dire dans le monde. Ouais. Donc, je remercie ce parti et même aussi qui a donné la chance au municipal à beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui conseillers municipaux. Donc, on ne va pas dire aujourd'hui, taper sur ce parti pour dire non, on l'a abandonné. Non, on ne m'a pas abandonné. Au contraire, c'est les Français qui n'ont pas voté. Ouais. Voilà. Parce que s'ils avaient voté, ils allaient avoir beaucoup de personnes qui les représentaient soit dans les municipales ou bien, comment je peux dire, à l'Assemblée nationale. Il faut que les Français votent ceux qui les ressemblent et qui peuvent défendre leur cause. Donc, je continue la politique parce que maintenant, pour les législatives, je ne sais pas. Oui. Mais pour l'instant, je continue. Je suis dedans. Là, il y a les présidentielles qui arrivent. L'année prochaine, il faut bien soutenir le candidat, je ne sais pas si c'est Jean-Luc Mélenchon ou bien je ne sais pas si c'est qui, mais il faut soutenir et je serai sur le terrain pour porter la voix de la France Insoumise pendant les élections présidentielles. Justement, sur la France Insoumise et ce qu'on a pu voir lors des élections municipales, j'ai le sentiment, moi, que votre élection en 2022 a permis peut-être aussi aux gens de se dire que c'était possible, en fait. Vous êtes arrivé quand même, vous êtes une femme de chambre qui est arrivée à l'Assemblée nationale. Vous l'avez dit, c'était quasiment historique. Je pense que vous êtes la seule et l'unique dans l'histoire de France. Et ça a pu aujourd'hui emmener à ce que d'autres élus, maires cette fois-ci, pour beaucoup d'entre eux étaient soutenus par la France Insoumise, vous avez le sentiment d'avoir participé à ce chemin de l'histoire. En fait, vous avez mis un pavé, qui d'autres après ont jeté d'autres pavés qui font qu'en fait, il y a de plus en plus de gens qui peuvent se sentir représentés aujourd'hui dans la politique française. Mais moi-même, déjà, là, je ne savais même pas que les gens allaient dire « Ah, merci, Madame Keke peut. C'est qu'on peut. » C'est les gens même qui viennent me dire que... Souvent, ils me demandent « Mais j'ai envie de rentrer dans la politique, j'ai envie de faire de la politique. » Il y a d'autres qui me demandent « Je vais devenir député. Comment est-ce que ça se passe ?» Donc, il y a d'autres qui disent c'est-à-dire l'histoire, c'est-à-dire ton histoire, nous donne cette force de dire « Tout est possible. » Tout est possible. Et j'ai vu, surtout quand je vois, par exemple, je peux dire à Saint-Denis, les jeunes qui sont au conseil municipal, qui ont leur échappe, mais c'est une fierté. Pour dire que la politique ouvre les portes. Quand tu t'intéresses et quand tu fais surtout un bon choix, tu avances dans la vie, en fait. Voilà. Donc, moi, mon histoire a ouvert beaucoup de portes, ou bien mon histoire a donné beaucoup de force, si je peux dire, à beaucoup de personnes, de croire pour dire un jour, tout est possible. C'est-à-dire de ne pas abandonner, de ne pas être découragé. Même si c'est dur qu'on se bat, on peut y arriver. Merci beaucoup, Rachel Keke, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va suivre de près la suite de votre affaire au prud'homme par rapport à votre employeur qui n'a pas voulu respecter un accord qu'il avait lui-même signé, qui disait que vous ne deviez pas travailler à plus de 15 km de chez vous. Donc, on va suivre ça de près. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. On enchaîne avec le second entretien de ce journal des luttes et on va parler de Stellantis. Le 16 avril 2026, la direction de Stellantis a officialisé l'arrêt définitif de l'assemblage automobile à l'usine de Poissy après 2028, bien que le site soit reconverti vers des activités de support, de déconstruction. Les syndicats dénoncent une casse de l'emploi et une fermeture déguisée, craignant une réduction drastique des effectifs, passés de 2000 à environ
1200 salariés. Il y a quelques jours, les salariés ont fait grève et se sont rassemblés à Poissy. Mon collègue André Manivit était sur place. Reportage. Est-ce que vous voulez que le site Stellantis Poissy vive et produise et assemble des véhicules? La filière automobile a un avenir. Elle doit de vivre. Elle se doit de vivre. Le patronat, le gouvernement doit nous entendre. Aujourd'hui, on se rassemble et on manifeste, on s'est mis en grève parce que suite aux annonces de la direction de Poissy, qu'on n'aurait plus de nouveaux véhicules à produire sur le site. Et qu'à la place, on aurait des activités qui aura comme impact une casse de l'emploi à hauteur de 900 ouvriers. Aujourd'hui, cette activité annexe fait peur à tout le monde, dans le sens où nous avons des personnes aujourd'hui qui resteront forcément sur le carreau. On ne fabriquerait plus de voitures. Après l'Opel Mokka et la DS3 Crossback, c'est fini, on ne fabrique plus de voitures. Quand on arrête la fabrication et la production d'automobiles, c'est la fin, c'est la fermeture. Ah ouais, c'est pas une ligne, oui. On fabrique plus de voitures, c'est toute l'usine. Et nous entendons des politiques aux ordres du capital, aux ordres de la finance, comme Madame le maire de Poissy, dire nous nous soulageons qu'il n'y ait qu'1 millier d'emplois supprimés. Et bien nous à la CGT, nous refusons ce constat, nous refusons de négocier la régression sociale et la casse sociale, parce que derrière, en plus, ce sont des menteurs quand ils disent qu'il n'y aura qu'1 millier. Ce sont des menteurs quand ils disent qu'il n'y aura pas de licenciement sec. Quand ils annoncent 1200 emplois, c'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux et on le sait. Et aujourd'hui, la direction ne nous donne pas de réponse concrète. Ça fait plus de 30 ans qu'on a passé notre carrière ici et voilà, on n'a pas l'âge de partir à la retraite. Donc c'est un coup dur. Comme un polar dans sa cage, appelle-moi camarade, c'est à capter les mécanismes, les rouages du système, comment ils neutralisent, comment ils manipulent, désinforment et nous divisent, reste lucide, parce qu'il est l'heure qu'on se mobilise, si tu penses qu'on est du même, nos colons, obstaculiser leur ciel, ils nous ont amputés de leur sang, ils ont fait leur miel, silence en tue, silence en assassine, camarades, combattants, résistants, militants, comptables, insurgés, infinis, appel à partir. Pour moi, c'est un éternel recommencement puisque je viens d'une usine qui a fermé. J'étais à l'usine d'Aulnay et donc on nous a vendu de la poudre à Perlimpinpin pour venir travailler ici. On a fait confiance et au final, c'est un éternel recommencement. Moi, je pense que les choix qu'avait fait à l'époque Tavares, il s'est littéralement planté en fait. C'est littéralement planté. C'est lui qui nous a amenés à tout ça. Après le reportage que nous venons de voir sur la détermination des salariés de l'usine Stellantis de Poissy, je suis avec Jean-Pierre Mercier, figure emblématique de la lutte syndicale sur ce site. Bonjour Bonjour Jean-Pierre Mercier, merci d'être avec nous. Bonjour. On voit une colère, on vient de le voir, une colère qui ne retombe pas depuis l'annonce le 16 avril dernier, donc par la direction de l'arrêt définitif de la production automobile sur le site à l'horizon de 2028, je le disais. Qu'est-ce qui a fait cette fois-ci déborder le vase ? Ce qui a fait déborder le vase, c'est l'annonce officielle de la part de la direction, donc de décider d'arrêter de fabriquer des voitures sur le site de Poissy, parce que ça fait plus de 2 ans en tout cas au niveau de Sud, on dénonçait ce projet. À l'époque, on s'était fait malmener par la direction, traité d'irresponsable, d'inconscient, qu'on voulait mettre le feu à l'usine, qu'on voulait fermer cette usine, que bien sûr que non, il fallait travailler le mieux possible, faire de la qualité, et qu'en étant rentable, on allait avoir un nouveau véhicule. Bref, durant 2 ans, ça a été mensonge sur mensonge de la part de la direction. Juste pour une petite anecdote, elle avait livré à l'ensemble des organisations syndicales, soi-disant une étude qui avait été finalisée pour un nouveau atelier de peinture. Il faut savoir que la peinture qu'on a aujourd'hui sur Poissy, elle est trop vieille pour démarrer un nouveau véhicule. Donc pour avoir un nouveau projet, un nouveau véhicule, il fallait une nouvelle peinture. Pas de souci pour la direction.
Et voilà que elle nous présente des études complètement finalisées. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et puis patatras, les masques tombent. Et donc ce 16 avril, elle annonce l'arrêt de la fabrication de voitures sur Poissy, ce qui est pour nous signe réellement la fermeture de l'usine, enfin sa volonté de fermer l'usine. Et pour nous, c'est inacceptable. Justement, ce sentiment d'abandon des salariés vis-à-vis de la direction est très fort, hein. Certains ont même l'impression d'un éternel recommencement. On l'entendait dans le reportage, notamment ceux qui travaillaient auparavant sur le site d'Aulnay. Dont j'ai fait partie. J'ai travaillé pendant 18 ans dans l'usine d'Aulnay-sous-Bois. On s'est battu contre la fermeture de cette usine durant 2 mois, donc 4 mois de grève non-stop. Ça a été une bataille qui a été rude. On n'a pas empêché cette fermeture d'usine, mais on est parti avec des droits, des concessions de la part de la direction qui étaient appréciables. Mais il n'y a pas que Aulnay, il y a aussi des camarades qui étaient à Aulnay qui ont atterri à l'usine de Saint-Ouen, qui a fermé il y a quelques années, elle aussi, et donc qui se retrouve à Poissy. Donc pour certains, c'est vraiment une histoire qui bafouille à chaque fois, avec le même mensonge, la même propagande mensongère de la direction, jusqu'à temps que les masques tombent. Et là, on se retrouve devant un bras de fer à mener, un rapport de force à instaurer à l'intérieur de l'usine, mais pas que à l'intérieur de l'usine, parce que j'ouvre une petite parenthèse, mais c'est Allez-y. une véritable saignée sur l'emploi qui est en train de se préparer. 2000 emplois, toutes catégories professionnelles confondues, à l'intérieur de l'usine, plus 300 sous-traitants. Mais c'est au-delà de l'usine de Poissy, des milliers de travailleurs qui travaillent dans les équipementiers, chez les sous-traitants, qui nous fournissent les pièces pour fabriquer cette Opel Mokka, qui eux sont directement menacés de mort, de perdre leur boulot avec l'arrêt de la fabrication de voitures. Donc c'est pour nous un enjeu énorme, à la fois de mobiliser à l'intérieur de l'usine, mais aussi il va falloir qu'on s'adresse à l'extérieur de l'usine, évidemment chez les équipementiers, mais pas que, chez nos camarades de Renault-Flin, chez les autres camarades de Stellantis, et puis à tous les travailleurs dans le pays aujourd'hui qui sont menacés de licenciement et de fermeture d'usine. Et quelles sont vos revendications concrètes aujourd'hui, enfin, justement face à cette direction? Quelles sont vous attendez quoi? Nous, on veut pas crever avec la fin de la Mokka. On connaît parfaitement cette direction. Vous évoquiez à l'instant l'annonce de la fermeture d'Aulnay-sous-Bois à l'époque en 2013, 2012, 2013, 2014. Il faut se rappeler que cette direction a menti devant la France entière pendant 2 ans en disant que cette fermeture n'était pas d'actualité. Donc c'est une direction qui de toute façon va mettre en pièces l'ensemble des emplois. Et nous, ce qu'on veut, c'est ne pas mourir, ne pas crever avec la fin de l'Opel Mokka. Ça veut dire obtenir de la part de la direction et des pouvoirs publics des garanties nécessaires, sérieuses, en fonction de l'âge et de la situation personnelle de chacun d'entre nous, à la fois de ceux de Stellantis, mais aussi des équipementiers et des sous-traitants, qu'on puisse continuer à faire vivre nos familles après la fin de l'Opel Mokka. Un certain nombre de syndicats préfèrent discuter projet industriel, nouveaux véhicules ou pas, ces histoires de reconversion, de transformation de l'usine. Nous, on est prêt à discuter de ça une fois qu'on a obtenu la garantie qu'on va pas crever après la Mokka. Parce que sinon, c'est trop facile. On l'a vécu avec l'usine de Aulnay-sous-Bois, où la promesse de la direction, la main sur le cœur, c'était 1500 emplois qui devaient sortir de terre de ce site d'Aulnay-sous-Bois. Il y a eu zéro pointé. Alors on n'a pas envie de revivre la même histoire. Nous, on veut des garanties d'abord et avant tout, et après on discute de tout ce qu'ils veulent, mais d'abord des garanties pour qu'on puisse continuer à faire vivre nos familles. Comment, on le disait peut-être un peu en introduction, mais le site de Poissy est un site historique, hein, de Stellantis. Comment se traduit justement le rapport de force que vous pouvez avoir par rapport à la direction de Stellantis? Est-ce que vous avez le sentiment que dans ce combat que vous menez, il y a une ouverture de la part de la direction suite peut-être par rapport au rapport de force que vous pouvez instaurer? Pour l'instant, la direction est fermée. Fermée, obtue à toute ouverture de discussion, même d'envisager de discuter, pour vous dire. Alors on a une direction, c'est un patron de combat, c'est un patron qui est très politique, qui est bien conscient des enjeux
sociaux et politiques d'une telle fermeture d'une usine de fabrication de voitures. Et aujourd'hui, je le dis sincèrement, on n'a pas encore le rapport de force pour la faire reculer. Mais on est en train d'y militer, on est en train d'y travailler, on milite pour ça. Et vous savez, si je me souviens de l'usine d'Aulnay-sous-Bois, il a fallu 18 mois de travail acharné, d'énergie déployée auprès des travailleurs de l'usine pour qu'enfin le rapport de force, le bras de fer s'engage et qu'on puisse le remporter d'une manière ou d'une autre, quoi. Donc là, on est vraiment au début de l'histoire. Mais ça fait 2 ans qu'on travaille, qu'on milite, et pendant ces 2 ans, on n'a pas rien fait. On a été, d'abord, on a dénoncé ce projet de fermeture, ce projet d'arrêt de fabrication de voitures, et puis on a été contacter les sous-traitants qui sont à portée de voiture, j'ose dire. C'est les camarades de Forvia à Méru, dans l'Oise, qui eux sont conscients qu'à partir du moment où la voiture s'arrête d'être fabriquée à Poissy, eux ils meurent. Les camarades de Lear, une boîte américaine, un sous-traitant américain qui nous fournit les sièges, qui est à Herblay dans le 95. Les camarades de MC Synchro qui nous fournissent les roues à Chanteloup-les-Vignes. C'est des centaines de salariés qu'on a contactés durant ces 2 ans. On a tissé des liens. Certains étaient à la manifestation le 23 avril là, à Poissy. Et nous, notre ambition, notre objectif, c'est de marcher ensemble. Ceux de Stellantis et ceux des sous-traitants équipementiers, notre force c'est notre nombre, mais surtout c'est notre capacité à s'organiser, à s'unir et à s'adresser au plus grand nombre. Et je vous assure que dans le pays aujourd'hui, des travailleurs qui sont menacés de licenciement ou de fermeture d'usine, il y en a, la CGT l'a dénombré, elle l'estime à près de 300 000 en France. Donc on a des alliés potentiels qui sont dans le pays, ça c'est certain. Et c'est cette solidarité qui vous permet en tout cas de maintenir le moral des troupes, parce que quand on fait grève, parfois justement, ça peut peser sur les bulletins de paye. C'est cette solidarité qui maintient un peu les combattants, en tout cas les salariés qui veulent combattre pour leurs droits. Bien sûr, ce qui maintient le moral quand on est un travailleur à Stellantis ou chez un équipementier qui travaille pour Stellantis. Stellantis, c'est puissant, c'est un mastodon international de construction automobile. Ils ont l'État français derrière eux, ils ont les banques, ils ont la solidarité des patrons. Donc ce qui peut maintenir le moral chez les travailleurs, c'est justement que dans ce camp-là, on ait une politique, on ait des perspectives, on ait des objectifs. Et surtout qu'on fonctionne démocratiquement. Vous savez, on dénonce toute cette division syndicale qui est un véritable poison chez les travailleurs dans le monde syndical, qui met des bâtons dans les roues, qui met un frein à la mobilisation. Donc ce qu'on défend comme idée, c'est qu'il faut que les travailleurs ne se passent pas de syndicats, c'est pas ça notre souci, mais qu'ils s'organisent eux-mêmes concrètement, qui ne comptent que sur eux-mêmes, avec l'aide ou pas des syndicats qui voudront les soutenir, mais qu'ils aient leur propre politique, leurs propres objectifs, leurs propres revendications, qu'ils ont décidé démocratiquement eux-mêmes dans l'atelier, et puis qui marchent ensemble. Et dans ces moments-là, c'est là où le moral est le plus grand, et où il y a beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent à eux, et c'est là où on peut changer bien des choses. Jean-Pierre, merci d'avoir été avec nous. On va suivre ça de très près, suivre votre combat. Merci de nous avoir permis d'avoir un peu plus de lumière sur ce qui se passe à Stellantis Poissy. Merci beaucoup. Et merci pour votre invitation. Au revoir. Avec plaisir, au revoir. Le secteur de la santé est en souffrance, tout le monde le sait, et le manque de personnel est criant dans nos hôpitaux. Pourtant, paradoxalement, c'est une école d'infirmières qui est aujourd'hui menacée de disparition. L'IFSI de la Croix-Saint-Simon, une institution historique, est menacée de fermeture suite à la liquidation judiciaire de la fondation qui l'abrite. Pour les étudiants, c'est l'avenir, la vocation et des années d'études qui pourraient s'effondrer du jour au lendemain. Pour nous parler de ce combat qu'elles mènent avec détermination pour sauver leur formation, nous sommes en ligne avec Philomène, membre du collectif d'étudiantes opposées à cette fermeture. Bonjour Philomène et merci d'être avec nous. Bonjour. Ma première question, c'est de savoir justement que signifie concrètement pour vous et vos camarades de promotion le risque de perdre votre école du jour au lendemain. Pour le moment, c'est beaucoup d'incertitudes parce que nous, on a appris ça. Il y a des dates un peu dans le paysage, la possibilité que des repreneurs se positionnent peut-être le 15 juin, que ce soit ensuite validé au mois d'octobre. Mais la réalité, c'est que nous, on ne sait pas si on pourra rentrer
en septembre. On sait qu'on peut finir l'année, mais on ne sait pas si on va pouvoir poursuivre. Il y a des lycéens qui sont en train de candidater sur Parcoursup pour cette formation et qui ne savent pas si en septembre ils vont pouvoir étudier. Donc c'est déjà beaucoup d'incertitudes et de questionnements la fermeture de la formation. Oui, vous n'avez pas d'informations de la part de la direction ou des responsables de l'établissement, pas plus que ça. Non, la réalité, c'est qu'on nous a dit il y a 6 mois, vous inquiétez pas, c'est en redressement judiciaire, mais ça n'affectera pas vos études. Et on se retrouve 6 mois plus tard à apprendre par nos enseignants. On l'a même appris parce qu'en fait, il y a 2 IFSI dans la Croix-Saint-Simon et on a appris à l'autre école d'infirmières que nos formations étaient en train de fermer. Ils étaient même pas au courant. On voit qu'on n'est pas un sujet pour eux et que la seule question, c'est de voir voilà, comment ils vont pouvoir sauver une partie des meubles et une partie des sous, mais que la question de notre avenir, de comment on va pouvoir étudier, dans quelles conditions, etc., c'est pas quelque chose qui est en train de les préoccuper, pas du tout. Justement, quel signal ça envoie, selon vous, de fermer une école d'infirmières, justement, en pleine période de tension dans nos hôpitaux? Nous, on pense que c'est un signal catastrophique parce que c'est ça qu'on veut dire en se mobilisant, c'est qu'à la fois, nous, on veut pouvoir continuer à étudier ensemble dans nos promotions, etc. Mais on pense aussi au fait que c'est 850 étudiants, parce que c'est des écoles d'infirmières, des écoles d'aides-soignantes, de travailleurs sociaux, de puéricultrices, et qu'en fait, c'est autant d'étudiants qui ne rentreront pas ensuite dans les hôpitaux, dans tous les services de soins, etc. Et qu'on pense que c'est une catastrophe. Il y a un appel à l'aide depuis les hôpitaux. On le sait, même en étant juste en stage, en école d'infirmière, où on voit l'état de l'hôpital, on voit l'état des structures, et on se dit que c'est un signal qui montre que le système est en train de marcher totalement sur la tête. Aujourd'hui, justement, vous vous battez pour sauver votre formation. Quelles sont les garanties ou les solutions que vous demandez concrètement aux autorités pour ne pas voir votre cursus sacrifié? Nous, on voudrait devenir public, parce que là, du coup, c'était une structure qui est privée. Il n'y a pas que nous, hein. Derrière, c'est aussi un hôpital mère-bébé, des EHPAD, 35 crèches, beaucoup de parents qui doivent être inquiets pour leurs enfants en ce moment, etc. Et en fait, on pense que c'est pas normal que ce soit le soin ou que ce soit la formation. Ça peut pas rapporter de l'argent, ça fonctionne pas pour ça. Donc nous, on veut pouvoir être public pour pouvoir étudier correctement, rejoindre les nombreux IFSI publics, être attaché à un hôpital, être attaché à un autre des IFSI qui existent déjà, mais surtout ne pas fermer et ne pas être dispatché n'importe où. Ça, c'est quelque chose qui compte énormément pour nous, et on pense que c'est aussi le signe qu'il faut lutter contre la privatisation, que ce soit dans les écoles ou que ce soit dans les hôpitaux. On a besoin de conserver nos lieux de soins, l'accès à la santé, c'est un truc qui est essentiel. Votre pétition, parce qu'il y a une pétition, a déjà mobilisé de nombreuses personnes. Quel message souhaitez-vous faire passer aujourd'hui sur notre antenne à ceux qui nous regardent et qui se demandent pourquoi il est important de soutenir votre combat aujourd'hui? Je pense qu'on passe tous à l'hôpital à un moment donné dans notre vie. Si c'est pas nous, c'est nos proches. On a besoin d'infirmières. Vous allez avoir besoin de nous. Et là, pour le moment, c'est nous qui avons besoin de vous pour pouvoir sauver notre école, pour pouvoir continuer à étudier. Donc, soutenez-nous, partagez la pétition, partagez notre combat pour qu'on puisse continuer nos études et que notre école d'infirmière, elle devienne publique. Merci beaucoup, Philomène. On le rappelle, on mettra le lien de votre pétition dans la description de cette vidéo. On va suivre ça de près. En tout cas, on reste informé et on vous appellera si jamais il y a des évolutions sur ce dossier-là. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Le 11 avril dernier, 300 personnes se sont rassemblées contre un projet d'extension d'une carrière de sable sur la commune des Aleudes. Une extension qui pourrait s'accompagner de la mise en place d'une retenue d'eau, une méga-bassine de 350 000 mètres carrés. Une double peine aux yeux des manifestants qui répondaient à l'appel de la Confédération paysanne et de la CGT pour demander l'arrêt du projet d'extension de la carrière, de l'accaparement de l'eau au profit d'une minorité d'agriculteurs et d'un modèle agricole productiviste qui répond avant tout à des enjeux économiques. Notre correspondant Théo Perron a rencontré les manifestants. Reportage. On voit bien qu'il y a une spirale infernale et que les agriculteurs sont les premières victimes. Alors c'est une mobilisation d'information au sujet d'un projet. Alors le terme officiel c'est la réserve de substitution avec prélèvement hivernal dans la nappe et dans les cours d'eau. Donc ce qu'on appelle de manière un peu plus médiatique une méga bassine qui serait sur la commune des Alleux à côté de Brissac.
plaidons pour une agriculture avant tout locale et nourricière, avec une priorité d'irrigation sur les cultures vivrières. Le projet de développement est principalement axé sur de la production d'exportation et de maïs semence, et ça, c'est pas du tout un modèle que nous, on veut voir continuer en fait. Nous, ce qu'on aimerait avant tout, c'est vraiment, au-delà de la bassine, qu'il y ait un débat sur l'utilisation de l'eau et sur le modèle agricole qu'on défend, et sur la question de ces filières longues d'exportation qui, en ce moment, sont en train, en plus, avec le contexte de tensions internationales, de profiter de cette situation pour parfois se développer. Donc je n'accuse personne localement en disant ça, mais c'est une problématique à avoir en tête, néanmoins. Je pense aussi que, au-delà de mobilisation éventuelle à venir contre la bassine, ce qu'on appelle surtout, c'est une mobilisation globale sur tous les sujets agricoles et les sujets de partage de ressources. Est-ce que vous êtes content d'être sur du bitume? Eh ben montrez alors, flétrissez de votre plus beau flétrissement. Allez, flétrissez mieux que ça, flétrissez. Mais vous allez flétrir mon vacher. C'est dans une démarche de continuité, notamment avec l'interpellation qu'a fait la CGT, et nous on l'a fait dans le département, aux candidats des élections municipales, parce que sur plusieurs revendications qu'on a, et notamment sur tout ce qui est la gestion de biens communs, que ce soit l'eau, l'énergie, voilà, pour l'avenir en fait, de manière à ce que ça ne soit pas une politique qui soit captée uniquement par certains détenteurs de capitaux, comme là actuellement des entrepreneurs pour capter des richesses en fait, qui sont normalement à partager, qui ne sont même pas à partager, en fait, elles appartiennent à tous. Donc elles ne doivent pas être la propriété et source d'intérêt, parce qu'en fait aujourd'hui c'est ça. Donc, et là-dessus, on rejoint la Confédération paysanne, parce qu'on est vraiment pour une autre société que celle gérée par le capital. Voilà, et puis on est aussi inquiet aujourd'hui là, de ce qui se passe dans le monde agricole. La production intensive avec la course à l'exportation qui au départ est sur engrais chimiques, pesticides, herbicides, les conséquences sur la faune, sur la biodiversité, mais aussi sur les salariés et les consommateurs, elle est très inquiétante. Donc on pense qu'il y a un virage à opérer, et on parlait des biens communs, on est sur le service de la sécurité sociale alimentaire, donc un service public au service de tous, au service déjà des salariés qui travaillent dans le domaine agricole, mais au service de tous les consommateurs et des collectivités, en sachant que la problématique de l'eau, même si on n'a pas atteint des seuils critiques sur notre région, là cette année on n'est quand même pas, entre guillemets, avec des gros taux de pluviométrie. Donc les collègues de la Confédération paysanne, ils le soulignent, on a besoin d'adapter les cultures à ces changements climatiques. Or, là, ce qu'on observe, c'est du maïs avec irrigation 24 heures sur 24, donc ça n'a pas de sens. Et ça mettrait en péril, d'une part, l'alimentation en eau potable des collectivités, et puis tous les autres secteurs d'activité, agricoles, mais aussi il y a d'autres secteurs d'activité, comme l'industrie et tout, qui ont besoin d'eau. Donc voilà, on est sur les biens communs, on est sur une gestion collective de l'eau. Donc c'est pour ça qu'on alerte les élus sur le fait qu'il faut être vigilant là-dessus, et il ne faut pas se faire accaparer, que ce soit des matériaux ou des terres pour ça. Vraiment un autre choix politique, et c'est là-dessus qu'on allait. C'est vraiment qu'il faut que ça soit faut de la transparence, et il faut vraiment que ça soit mis en commun, et pas de la captation comme là l'exemple d'aujourd'hui. C'est vraiment de la méga bassine pour de la captation, pour de la production intensive. Et il faut plutôt réfléchir, plutôt que de la production de maïs et choses. Il y a d'autres productions qui peuvent être mises en place, moins gourmandes en eau. On sait qu'on est dans un changement climatique, donc il faut aussi réfléchir à tout pour pouvoir préserver aussi les générations futures, et pas puiser dans les nappes phréatiques et appauvrir encore plus nos sols. Donc, parce que nous, on est aussi
Enfin, ça touche toute la population, les travailleurs, donc on va tous subir ces choix politiques aujourd'hui. Donc les élus, quels qu'ils soient, à quelque niveau, il y a toute une réflexion politique à avoir sur tout ce qui est bien commun et elle ne doit pas être faite par des détenteurs de grosses entreprises ou que c'est pour de la captation à titre personnel de leur entreprise et de leur exploitation. Là, on est avec la Confédération paysanne, parce que la Confédération paysanne, elle est bien sur de l'agriculture raisonnée, biologique, et avec un projet qui est comme celui qu'on peut porter à la CGT, qui est sur vraiment le partage des richesses et dans le bien de tous pour préserver l'avenir. Et c'est ce qui est le plus important. La difficulté, en fait, c'est qu'on rentre dans un système où, forcé par la FNSEA, de plus en plus le modèle agricole, c'est un modèle qui se base sur toujours produire de plus en plus. On est sur un modèle avec des grandes structures de cultures qui demandent de l'eau, et plutôt que de s'adapter au dérèglement climatique, on essaye d'adapter les outils aux besoins d'une agriculture qui ne tient plus la route. Donc, pour l'agro-industrie qui exporte, eh bien on estime avoir besoin de plus en plus d'eau, et donc on crée des méga-bassines qu'on va remplir en pompant dans les nappes phréatiques. Et donc ces nappes phréatiques, alors qu'elles sont censées nourrir l'ensemble des habitants qui habitent au-dessus de la nappe, et bien du coup les quelques agriculteurs qui pompent dans la bassine, enfin dans les nappes pour remplir leurs bassines, irriguent de manière très importante quelques terres ou quelques cultures qui vont à l'exportation. Enfin, aujourd'hui, une méga-bassine qui va capter, parce que c'est ça en fait, on capte les ressources naturelles pour, on sait, de l'agriculture qui est énergivore et qui en plus ne respecte pas l'environnement. Donc oui, ça peut, enfin, je ne vois pas en quoi ça peut être bien pour tous. Donc oui, on va droit dans le mur avec ce genre de production. On voit bien qu'il y a une spirale infernale et que les agriculteurs sont les premières victimes. On voit bien le nombre de manifestations avec des agriculteurs qui n'arrivent pas à vivre de leur secteur. Nous, on est bien pour la sécurité sociale alimentaire, on est pour le développement des AMAP au plus près de la population, on est pour le développement du bio dans la restauration collective. On pense que ça a du sens, mais que ça doit être accompagné par la puissance publique. Et on est très content qu'il puisse y avoir davantage de coordination entre les différents acteurs, que ce soit syndicaux, associatifs, sur ces enjeux-là. Dire, ne lâchez surtout rien. La bataille va être longue et difficile. Soyez très attentifs à tout ce qui se passe. Et de toute façon, on vous apporte notre soutien plein et entier. On passe maintenant à l'agenda. Pas de nazis dans Paris. C'est le mot d'ordre d'une manifestation qui aura lieu le 9 mai prochain. Les collectifs Marche des Solidarités et Antifa Paris 20, ainsi que d'autres organisations politiques et syndicales, organisent une marche en opposition à celle du comité du 9 mai, un groupuscule d'extrême droite. Depuis plusieurs années maintenant, des néo-nazis défilent à Paris pour rendre hommage à Sébastien Desieux, militant nationaliste de 22 ans, tombé d'un immeuble en mai 1994 alors qu'il tentait d'échapper à la police lors d'une manifestation interdite à Paris. L'an dernier, ils étaient 1 millier à défiler dans le 6e arrondissement. Cette marche s'était conclue par des saluts nazis. Cette semaine, dans notre émission Toujours debout, nous recevons ceux qui organisent cette contre-manifestation. Pas de nazis dans Paris. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. Le JDL, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. N'oubliez pas de nous soutenir sur tnt.lemediatv.fr. Nous sommes actuellement en pleine candidature pour la TNT Île-de-France et on a besoin de votre soutien. Je vous souhaite de passer une très belle journée sur le média et je vous laisse avec la suite de nos programmes.